Parlons ce soir des nombres. Des nombres qui sont des puissances cosmiques qui organisent tout ce qui existe. Les nombres, en effet, sont des puissances cosmiques, des principes actifs qui équilibrent et organisent tout ce qui existe dans l'univers. C'est pourquoi ils sont placés très haut dans la hiérarchie des êtres spirituels. On peut dire que les nombres sont des êtres vivants, mais des êtres désincarnés qui appartiennent au monde des idées. Ces entités intelligentes, douées de facultés et de vertus les plus pures, travaillent auprès de Dieu. Dans le plan physique, les nombres sont symbolisés par des chiffres. Les chiffres sont les représentations géométriques de ces entités, de ces forces qui constituent la structure de l'univers. Toute notre vie, avec nos pensées, nos sentiments, nos actes, n'est rien d'autre qu'un ensemble d'opérations effectuées à l'aide des nombres de 1 à 10. C'est tout. Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Le siège de l'info, Charbel Ayou. Un collectif se réclamant sinistré et oublié d'être relogé après le déguerpissement des populations de Khoulakodi porte plainte contre le ministère du cadre de vie. Le ministre du cadre de vie rétablit la vérité face à la presse ce jour à Cotonou. Les agents contractuels de droit public de l'État promotion 2012 et 2014 crient leur ras-le-bol, leur mise en formation et la restitution de leur échelon perdu. C'est ce qu'ils réclament. Le point dans un instant. La ville de Cotonou souffre désormais d'un manque criant de feux tricolores. Certains grands axes en sont dépourvus. La circulation est rendue difficile. Des cas d'accident parfois. Golf TV Africa a encore fait le constat. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous au cours de cette messe de l'information ce soir. Le premier citoyen de la municipalité d'Abomey-Calavi donne des clarifications au sujet des difficultés rencontrées par les populations à se faire délivrer les attestations de résidence. C'est une réforme propre à notre commune pour aider les populations, a fait savoir le maire Angelo Arwandino, qui rassure cependant que dès la fin de la semaine prochaine, les désagréments enregistrés jusque-là dans la délivrance du document seraient conjugués au passé. Spiro Aoussino est allé à la mairie de Calavi. Suivez. Que nous avons opéré au niveau de l'administration communale d'Abomey-Calavi. Quand nous entrons dans nos quartiers, dans les arrondissements, les attestations de résidence varient d'un arrondissement à un autre. Alors la mairie a opté d'uniformiser tout ceci. Et il y aura désormais un modèle type que les chefs quartiers viendront chercher. C'est-à-dire les chefs d'arrondissement viendront chercher au niveau de la mairie. Contre décharge, bien sûr. Et iront servir la population à la base.
Ceci va éviter aussi des attestations de résidence à blanc que le chef quartier signe et laisse ça à disposition de sa secrétaire. Et cette dernière délivre l'attestation à n'importe qui. Nous sommes à un moment où nous avons besoin de sécuriser notre population, de savoir qui est qui et qui fait quoi. Avant de délivrer une attestation à un individu, il faut être sûr que ce dernier vit effectivement dans le quartier et qu'on connaisse sa maison et que des gens soient en mesure de l'identifier. C'est de ça il est question. Et déjà, dès la semaine prochaine, la nouvelle formule est disponible. Et toute la population sera servie convenablement comme cela se passait par le passé. On n'est pas en train d'exclure les chefs quartiers. Ils sont pleinement dans leur rôle. Maintenant, il a désormais un regard de l'administration communale sur tout ce qui se fera. Je dis, les chefs quartiers viendront chercher qu'on décharge ces attestations au niveau de la mairie et servir la population. Donc, ils ne sont pas exclus. Ils sont bien dedans, mais nous voulons corriger un peu ce que je fais. Les chefs quartiers n'ont pas le droit de recruter qui veulent et à qui confier les certificats de l'attestation de résidence. Non. La mairie a désormais un œil sur tout ce qui va se faire et le format est retenu au niveau de la mairie et sera présenté au chef quartier lors d'une rencontre. Je dis bien que dès la semaine prochaine, tout va rentrer en ordre. Il faut recruter des gens qui seront directement pris en charge par la mairie. Et ceux qui maîtrisent le travail pour délivrer convenablement, pour servir d'intermédiaire entre la population et les chefs quartiers. Donc ce n'est pas encore trop. Les agents contractuels de droit public de l'État de la promotion 2012 et 2014 crient leur ras-le-bol. C'est après, disent-ils, plusieurs années d'attente pour, entre autres, leur mise en formation et la restitution de leur échelon perdu. À défaut de descendre dans les rues, un groupe du collectif de revendication s'est porté ce lundi 5 septembre au groupe de presse La Gazette du Golfe afin de solliciter le relais de leur réclamation. Aristide Kanossou et Flavien Zobaon vous en font le point. 8 ans, voire 10 ans sans formation professionnelle. Papa Talon au secours. 4 ans passés en CDD, non pris en compte. Papa Talon au secours. Un slogan renvoyant à leur cri de cœur. C'est ce que scandaient ces enseignants ce lundi 5 septembre 2022 en s'abattant sur le siège du groupe de presse La Gazette du Golfe. À défaut de battre le macadam, ces agents contractuels de droit public de l'État des promotions 2012 et 2014 du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle ont préféré lire leurs réclamations dans les murs du groupe de presse La Gazette du Golfe. Le collectif souhaite 1. La signature sans délai des arrêtés de mise en formation des EPA, EPC des promotions 2014 et 2012. 2. La mise en formation effective des concernés, pourquoi pas, avant la rentrée de 19 septembre 2022. 3. La correction de l'injustice faite aux ACDPE 2014, professeurs certifiés et professeurs adjoints dans le cadre de leur reclassement, afin que les 2 échelons perdus soient restitués. 4. La célérité dans les travaux de reclassement afin que les ayants droit puissent avoir leurs avenants et jouir de leurs avancements. 5. La mise en application effective de la décision du Conseil des ministres relative à la reconnaissance des diplômes académiques maîtrise et professionnels BAPES-CAPES obtenus à titre payant en cours de carrière. Et enfin, la mise en formation des professeurs adjoints pour l'obtention du CAPES. Cette poignée de mécontents représentant le collectif de revendicateurs au plan national espèrent par ce plaidoyer que leur voix puisse porter vers le chef de l'État, Patrice Talon, qui selon eux détient la solution à leurs problèmes. Nous faisons appel au chef de l'État, notre papa, de venir au secours. Parce que depuis 8 ans et 10 ans,
la promotion 2012 et 2014 n'ont pas été appelés pour leur formation initiale. Et vraiment, nous souffrons. Vous voyez, le coût de la vie actuellement, ce n'est pas possible au Bénin. Et nous sommes toujours sur le même salaire et vraiment, c'est difficile. Donc, nous savons que notre papa, il aime la justice et par ce canal, nous le prions vraiment à venir au secours, à notre cri de cœur pour que tout aille mieux. Parce que comme ça, nous sommes découragés, on n'est plus motivés. Si nous sommes là, c'est pour vous dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous n'êtes pas sans savoir et vous vivez avec nous, nous vivons tous dans le même pays, que la vie devient de plus en plus chère. Les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles. Et encore plus difficile chez nous, enseignants. Enseignants recrutés en 2014, il y en a en 2012, mais qui depuis 2012, depuis 2014, n'ont pas été formés. Nous sommes obligés d'appeler son Excellence, le président Patrice Talon, Guillaume Talon, qui fait beaucoup pour ce pays, à nous venir au secours, nous aider, nous permettre vraiment de rentrer dans nos droits pour que les efforts qu'il est en train de mener ne soient, à dire, couverts de déchets. C'est une réclamation légitime, va souligner Noël Chadari, le secrétaire général de la COSI Bénin, entendez Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Non, c'est une réclamation, une revendication légitime, hein, parce que les textes prévoient que quand on recrute dans la fonction publique des enseignants qui sont entrés avec des diplômes universitaires uniquement, eh bien, il faut les envoyer en formation. Il faut qu'ils reçoivent une formation initiale, formation professionnelle initiale. Donc, ceux qui ont la licence, ils doivent faire, eux, avec la licence, le BAPES. Ceux qui ont la maîtrise doivent faire le CAPES. Donc, c'est ce que prévoient les textes. Et depuis 2012, 2014, certains ont été recrutés en 2012, d'autres en 2014, ils attendent désespérément. Et ce n'est pas faute d'avoir exprimé le besoin. Je dois vous dire que moi qui vous parle, puisqu'ils sont pour la plupart avec nous, à COSI Bénin, le secrétaire général que je suis, s'est rendu au niveau du comité, n'est-ce pas, du Conseil national de l'éducation, rendu au niveau, je suis allé rencontrer le ministre concerné, le ministre le prédécesseur c'était Kako Maouillon, et puis après on a eu le ministre actuel qui est là. Ça fait des années que ce dossier est là. Et on nous promet toujours que ça va être réglé. Le projet d'arrêté interministériel est fait et il tourne en rond, il n'est jamais signé. Et soit si on veut le retrouver au Conseil national de l'éducation, après vous le revoyez, on dit que c'est quitté là, c'est parti au ministère de l'enseignement secondaire, quitter l'enseignement secondaire, aller au ministère de la fonction publique, et ça revient encore, et ça fait des allers-retours incessants, et les gens c'est l'expression d'un ras-le-bol. Ils veulent une formation et ils y ont droit. Et c'est le système éducatif qui va en profiter. Je lance aussi cet appel au ministre de l'enseignement secondaire, au ministre de la fonction publique et au ministre de l'économie, les trois ministres. Nous avons assez fait les allers-retours pour demander qu'on prenne l'acte, l'arrêté de mise en formation de 2012-2014. Il faut, s'il y a problème quelque part, il faut régler et le faire vite et qu'effectivement, il démarre les formations déjà, les congés du premier trimestre. Ce serait un soulagement pour nous tous et pour toutes les parties. Le groupe de presse La Gazette du Golfe a joint avec succès le ministère de la fonction publique qui s'apprête sous peu à nous livrer sa version des faits et répondre à nos séries de questions qui lui sont déjà adressées à ce sujet. Cela fait déjà quelques semaines que la clôture nord du complexe scolaire Segbea de Cotonou s'est effondrée. Le corps enseignant de cette école est très occupé par cette situation, surtout en cette veille de rentrée académique 2022-2023 prévue pour le 19 septembre prochain. On fait le point. Ceci n'est pas un bâtiment abandonné, mais bel et bien le complexe scolaire Segbea dont une partie de la clôture s'est totalement effondrée.
Cela constitue un danger pour tous les usagers de ce lieu de savoir, surtout à quelques jours de la rentrée académique 2022-2023. Tel que vous voyez derrière moi, la clôture, son état, vous voyez, des fissures un peu partout. Et tel que ça se présente, vous n'êtes pas sans savoir que ça peut tomber à tout moment. Et c'est un endroit par où prennent nos élèves. Et c'est un grand risque. Vous avez eu à visiter l'autre partie, la clôture qui est derrière le bâtiment du groupe C. Et vous avez vu que c'est affaissé, c'est effondré par endroits. Et la suite aussi menace de tomber. C'est toujours un risque que nous courons. C'est le cauchemar que nous vivons actuellement. Si, en tant qu'adulte, enseignant pas sur quoi, j'ai peur. Vous imaginez le risque, nos enfants, ce sont les amis innocents, eux autres n'ont pas conscience du danger qui court à, frôler, à raser ces murs. Et à tout moment, ça menace de tomber. Et ce n'est pas du tout bon pour la... Vous voyez, vous imaginez la souffrance, ce que nous allons endurer avec nos enfants qui étaient déjà difficiles à gérer, malgré les clôtures aux heures de récréation qui nous échappaient rapidement. Maintenant que la clôture est ouverte, vous voyez, bonjour dégâts. À tout bout de champ, à tout moment, ils peuvent nous échapper, juste pour des permissions pour aller aux toilettes ou bien aux heures de récréation, où ils sont censés être avec nous en classe. On peut les retrouver dans la rue. Et même aux heures de cours, parce qu'une partie de la clôture est tombée, ils seront distraits par les scènes de rue qui se passent à côté. Outre la clôture, les salles de classe elles-mêmes sont dans un état qui laisse à désirer. Les bâtiments, si vous entrez dans les salles de classe, vous allez voir, la charpente est branlante et le toit goutte à tout moment quand il pleut. On est obligé de nous déplacer, les bureaux et les apprenants aussi, leurs cahiers sont mouillés. Ça nous indispose aux heures de cours. Quand il commence à pleuvoir, c'est vraiment du casse-tête pour nous quand le temps est menaçant. Je dis, à l'intérieur comme à l'extérieur, ça peut tomber. Si ça tombait à l'intérieur, c'est très grave. Si c'est aux heures de classe, c'est très grave. Maintenant, si ça tombait à l'extérieur et que par mégarde, c'est quelques enfants s'y trouvaient aux heures de récréation, par exemple, vous imaginez? Donc vraiment, le pire menace, le danger menace. Le danger est là, palpable. Et ne laissons pas le temps passer pour, après, jouer aux pompiers. Et éteignons le feu pendant qu'il est encore temps. Nous demandons aux autorités politico-administratives à la charge de l'école de réagir le plus tôt possible pour éviter le pire. Nous profitons également de cette opportunité qui nous est offerte pour adresser un SOS, un cri de détresse à toute bonne volonté susceptible de nous aider à réagir. C'est pour une bonne cause. C'est pour les enfants qui constituent la relève de demain. Le chef du 3e arrondissement de la ville de Cotonou, approché par nos équipes, se veut rassurant dans ses propos et demande aux populations de toujours faire confiance aux autorités. Oui, j'ai été faire le constat il y a pratiquement 2 semaines. J'ai vu que la clôture nord de l'école est tombée. Et j'ai fait le point aux responsables DST de la mairie de Cotonou et le maire en chef. Le maire a donné des instructions fermes pour que la clôture soit reprise d'ici quelques jours. Donc, le responsable DST de la mairie de Cotonou est à pied d'œuvre pour que la clôture soit remise en état. Vous savez, c'est un travail titanesque. Il faut reprendre la clôture et il faut creuser, enlever les débris et tout ça là et faire une très bonne clôture. Vous savez, ce sont des clôtures qui datent de très longtemps, il y a 30 ans, 50 ans même, et qui tombent par-ci, par-là. Donc, je pense que d'ici quelques jours, je n'ai pas donné le jour exact, mais les travaux vont démarrer pour que les enfants soient mis en sécurité. Je dis simplement aux populations de ne pas penser que l'État les a oubliés ou bien que la mairie de Cotonou les a oubliés. Non, le travail sera fait très rapidement. Je pense que les populations doivent croire en ce que nous disons et ils savent que nous travaillons de jour comme de nuit. Nous ne baissons pas les bras. Nous sommes sur tous les fronts et nous pensons que la clôture sera reprise. Chose étrange, cette école a bénéficié récemment d'un soutien des autorités municipales à travers un don d'un module de 3 salles de classe et d'un bureau.
Il urge alors que cet élan de générosité ne s'arrête pas en si bon chemin et s'étende aux salles de classe vétustes et à la clôture de cette école qui menace dangereusement de s'effondrer à tout moment. La ville de Cotonou souffre d'une insuffisance curieuse de feux de signalisation, de feux tricolores pour être plus précis. Certains grands carrefours de cette agglomération sont débordés de feux tricolores. La circulation est rendue difficile. Golf TV Africa constate bien parfois, du fait de l'insuffisance de ces feux tricolores, des accidents de la circulation. Nous sommes une fois encore descendus sur le terrain. Ce matin-là, ils sont venus de Toyota là-bas. Et arrivés ici, il y a d'autres qui voulaient traverser. Et ils ne voulaient pas s'arrêter, ils sont pressés. Et ils se sont cohés. Au moins 4 motos par terre. Mais il y a d'autres. Mais c'est le bébé qui est dedans là, qui m'a trop touché. Capitale économique du Bénin, la ville de Cotonou manque de feux tricolores suffisants. La plupart des grands carrefours de la ville sont dépourvus de feux d'intersection. Il suffit de faire un tour au carrefour Roiron, carrefour La Vie, Vauguet et d'autres pour toucher du doigt la réalité. Pourtant, ces carrefours sont stratégiques dans la ville. Point besoin de rappeler le rôle très important des feux tricolores, qui sont des dispositifs lumineux de signalisation servant à réguler la circulation au niveau des intersections. En fonction de la couleur affichée, ils permettent ou non aux usagers de franchir une intersection. L'absence des feux tricolores occasionne des cas de décès dus aux accidents de la route. C'est ici que notre chef quartier, Yénéon Pierre, là, il a fait accident, il est décédé. C'est ici que Fandi, Monsieur Fandi a décédé, il a fait accident, c'est toujours dans la rue ici. Nos frères, c'est beaucoup. On ne peut pas compter, c'est incontable. Donc ça fait pitié. Il y a cas d'accident au moins 2 à 3 fois par jour. Et les gens même fait doucement là, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas faire doucement. Matin, accident, midi, accident, après-midi, accident. Si vous pouvez essayer de nous faire la voie là et mettre feu dessus, ce serait bon. Sinon, les cas d'accident là, c'est trop. Nos parents, c'est à cause de ça que nos papas, nos mamans, les soeurs, il y a beaucoup de décès ici, dans le quartier. Il y a beaucoup de décès à travers de cette voie. Donc, on n'est pas contente. Si vous pouvez essayer de nous faire la voie et mettre feu dessus là, ce serait bon. Tout le monde est pressé, mais ce n'est pas bon. Tout le monde est pressé. La nuit, la journée, après-midi, c'est accident. Pour le chef quartier Hubert Rumpati, la non-existence de feux de signalisation à certains carrefours de la ville de Cotonou est due à de nombreux facteurs. Cette situation perturbe la fluidité de la circulation et cause des désagréments à la population. Ce problème pourrait être réglé grâce à un bon plan d'urbanisation des routes. Tous les jours, pratiquement, on assiste à des cas d'accident et nous avons constaté que c'est par défaut du feu que cela se passe. Et grâce aux agents de la police qui viennent nous aider, de la police républicaine et quelques agents de la police municipale, on a des oufs de soulagement, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Surtout les week-ends et les soirs. Les gens courent à vitesse, à tombeau ouvert à des moments donnés. Et on assiste qu'à des cas d'accident très graves, très graves. Et je vous remercie sincèrement quand même de passer ici aujourd'hui pour que les autorités, bien qu'étant informées, soient imprégnées encore de cette situation et de cette difficulté, des problèmes que nous vivons dans ce quartier. Devant vous tout à l'heure, il y a eu un cas d'accident. Il y a eu un cas d'accident encore. Et vous pouvez le constater tout à l'heure même. Il y a eu des motos et un véhicule qui se sont cognés. Et je prie à l'autorité. Nous crions au secours et nous demandons l'apport de l'hiérarchie supérieure pour qu'on nous installe des feux verts à ce carrefour-là. Quelles sont les démarches que vous avez menées vers les autorités? Non. Et au début, on avait écrit à la mairie. Mais les travaux n'étant pas encore finis, ils nous ont dit d'attendre un peu, qu'après les réceptions, ils vont mettre les feux. Parce que c'est nouvellement que cette voie-là a été créée par l'alphatage. Là, on remercie sincèrement le chef de l'État par cet apport-là. Et ils nous ont dit d'attendre la réception avant de mettre les feux. Mais on va attendre les morts avant de l'installer. Effectivement, on ne va pas attendre les morts avant de l'installer. Raison pour laquelle nous demandons aux hiérarchies supérieures, que ce soit à la mairie, que ce soit le ministre de la décentralisation, le ministre des Travaux publics, et tous les ministres, les ministères concernés,
de faire un clin d'œil à ce carrefour qui devient un carrefour, d'accident. On ne peut pas dire carrefour de mort. Carrefour des morts, c'est de l'autre côté là-bas. Mais c'est devenu maintenant carrefour des vivants. Donc nous implorons, nous demandons aux hiérarchies quand même de penser un peu à nous. Sinon, c'est très grave. Et à l'endroit des citoyens, que direz-vous? Non, à l'endroit des citoyens, je leur demanderai, d'autant plus que le feu n'est pas encore mis en place, de faire beaucoup attention. De faire beaucoup attention. Arriver au carrefour, d'attendre, de regarder bien de gauche à droite avant de traverser. Et de ne pas être pressé. Souvent, tout le monde est pressé sur la voie. Tout le monde est pressé. Pourquoi tout le monde est pressé? On ne sait pas quoi. Aller chercher de l'argent. Il ne faut pas être pressé pour aller chercher de l'argent et se trouver encore à l'hôpital. Il y a tout ça là. Donc je demande aux citoyens, à la population aussi, de faire beaucoup attention avant de traverser, de penser à nous. Pensez aussi à d'autres carrefours aussi qui sont encore si dangereux, plus dangereux que ça. Pensez aussi à ces carrefours-là, parce que nous sommes tous à Cotonou. Et la Cotonou, c'est une continuité de carrefour. Nous inclinons à notre président aussi de nous aider à faire la voie et mettre le feu dessus. Et les usagers aussi, il faut faire mollo. Surtout mollo, là, c'est important. Il faut faire mollo. Ils ne veulent pas céder la voie à leur seconde. C'est à cause de ça même que l'accident est trop. En attendant les actions du gouvernement, les usagers de la route sont appelés à beaucoup de prudence et de patience. Merci infiniment, Spérois aussi nous. Le premier citoyen de la municipalité d'Abomey-Calavi, nous vous le disions, donne des clarifications au sujet des difficultés des populations à se faire délivrer des attestations de résidence. Une réforme propre pour aider les populations d'Abomey-Calavi. L'actuel locataire de ville d'Abomey-Calavi, Angelo Awandino, rassure cependant que d'ici la fin de la semaine prochaine, tout sera rentré dans l'ordre. Spérois aussi nous, Janvier Élite. Les populations d'Abomey-Calavi appellent les autorités communales et étatiques à agir dans l'intérêt général afin de résoudre la situation de l'indisponibilité des attestations de résidence. Depuis quelques jours, difficile donc d'obtenir cette attestation dans la commune d'Abomey-Calavi, pourtant commune à statut particulier. Ici, c'est l'autorité qui a donné l'ordre de faire ça. Ils n'ont qu'à retourner ça aux délégués. Quand c'est chez les délégués, il n'y a pas de problème. On va là-bas dans la nuit tard, on prend. J'avais pris ça plusieurs fois. Ce n'est pas aujourd'hui. Maintenant, je fais les navettes, aller-retour avec tout ça, là, alors que je suis un retraité. L'argent, voilà. Dans mon quartier, j'ai un délégué. Je peux marcher à pied pour aller chercher. Maintenant, il faut prendre du carburant pour aller faire des allers-retours. Vous voyez, c'est difficile. Le temps est dur. Si le mal doit perdurer, il faut qu'il fasse comme il le faisait avant, c'est-à-dire laisser les fiches au niveau des chefs quartiers pour que les usagers puissent en procurer, ou carrément revoir le système à ce que les fiches soient en quantité disponible pour que nous ayons gain de cause. En croire le premier citoyen de la municipalité d'Abomey-Calavi, c'est une réforme propre à la commune pour aider les populations. Angelo Awandino rassure cependant de la fin dès la semaine prochaine des désagréments enregistrés jusque-là dans la délivrance du document. C'est une réforme que nous avons opérée au niveau de l'administration communale d'Abomey-Calavi. Quand nous entrons dans nos quartiers, dans les arrondissements, les attestations de résidence varient d'un arrondissement à un autre. Alors la mairie a opté d'uniformiser tout ceci. Et il y aura désormais un modèle type que les chefs quartiers viendront chercher, c'est-à-dire les chefs d'arrondissement viendront chercher au niveau de la mairie. Contre décharge, bien sûr. Et iront servir la population à la base. Ceci va éviter aussi des attestations de résidence à blanc que le chef quartier signe et laisse ça à disposition de sa secrétaire. Et cette dernière délivre l'attestation à n'importe qui. Nous sommes à un moment où nous avons besoin de sécuriser notre population, de savoir qui est qui et qui fait quoi. Avant de délivrer une attestation à un individu, il faut être sûr
que ce dernier vit effectivement dans le quartier et qu'on connaisse sa maison et que des gens soient en mesure de l'identifier. C'est de ça il est question. Et derrière, dès la semaine prochaine, la nouvelle formule est disponible. Et toute la population sera servie convenablement comme cela se passait par le passé. On n'est pas en train d'exclure les chefs quartiers. Ils sont pleinement dans leur rôle. Maintenant, il a désormais un regard de l'administration communale sur tout ce qui se fera. Je dis, les chefs quartiers viendront chercher qu'on décharge ces attestations au niveau de la mairie et servir la population. Donc, ils ne sont pas exclus. Ils sont bien dedans, mais nous voulons corriger un peu ce que je fais. Les chefs quartiers n'ont pas le droit de recruter qui veulent et à qui confier les certificats de l'attestation de résidence. Non. La mairie a désormais un œil sur tout ce qui va se faire et le format est retenu au niveau de la mairie et sera présenté au chef quartier lors d'une rencontre. Je dis bien que dès la semaine prochaine, tout va rentrer en ordre. Il faut recruter des gens qui seront directement pris en charge par la mairie. Et ceux qui maîtrisent le travail pour délivrer convenablement, pour servir d'intermédiaire entre la population et les chefs quartiers. Donc ce n'est pas encore trop. L'autorité communale dit prendre toutes les dispositions pour que les populations aient accès aux documents dès la semaine prochaine. Améliorer la qualité de la gestion relation client est l'une des priorités aujourd'hui de toute entreprise. Mais visiblement, ce n'est pas ce que donne l'impression de la plupart des banques au Bénin. La lenteur et le mépris de la clientèle, c'est devenu presque le lot quotidien. Golf TV Africa a rencontré pour vous quelques clients des banques et établissements financiers de notre pays. Irwichala Sobakpi, Paul Sagbadjo. De longues files d'attente, problèmes de connexion, guichets fermés, voilà entre autres les difficultés rencontrées par les clients de banque lors des opérations de retrait ou de dépôt d'argent. De problèmes récurrents qui les obligent très souvent à passer plus de temps qu'il n'en faut, parfois même une journée entière, au sein des services bancaires sans gain de cause. Partagés entre insatisfaction et mépris, quelques-uns d'entre eux rencontrés disent être indignés de la lenteur dans les banques. Globalement, les banques, ils sont là pour nous faciliter la tâche, mais ce qu'on constate pour la plupart du temps, quand on y met pied, en tant que client, nous devons être choyés, mais ce n'est pas le constat qu'on fait. Et on est là, il y a des guichets qui ne sont pas fonctionnels, le monde s'attroupe et puis on n'arrive pas à orienter les clients comme il se doit. Et on est là à humer le temps qu'on nous reçoive, même s'il y a des tickets qu'on prend pour suivre le rang. Bon, généralement, ça dure le plus qu'on ne le souhaite. Et ce n'est pas notre souhait. Si on vient dans les banques, c'est pour être vite servi et partir de là pour vaquer à d'autres préoccupations. Je suis un habitué des banques. Si je me permets de m'exprimer ainsi, j'ai un partenariat avec beaucoup de banques. Je connais beaucoup de banques, mais les difficultés sont pratiquement les mêmes dans toutes les banques. Ces difficultés sont la lenteur, surtout de la lenteur administrative et tout ce qui va avec. Lorsque tu arrives dans ces banques, tu perds plus de temps pour faire une opération et quand tu fais tout le calcul, ça te pose un véritable problème. Si tu dois perdre tout le temps que tu dois utiliser pour aller chercher l'argent, pour venir déposer l'argent, alors il y a un problème qui se pose. Selon ces clients de banque, l'un des problèmes récurrents qui survient dans les services bancaires et qui serait parfois à la base de la lenteur observée est le problème de connexion Internet. Ça, c'est vraiment, ça, c'est tous les jours que Dieu, surtout si tu vas les vendredis, c'est une ligne vraiment, et avec ça, il n'y a pas la connexion, il n'y a pas tout. Des fois, ils sont là pour dire qu'il n'y a pas la connexion, ou bien des numéros que vous avez. Bon, encore que si tu ne connais pas quelqu'un à la banque,
Donc toi, tu sais, s'il y a vraiment le rang là, tu vas rester là pour rentrer à la maison, tu reviens demain. Ou bien c'est que tu connais quelqu'un, bien tu es quelqu'un de cadre, bien tu es responsable que les gens peuvent te satisfaire. Quand on parle de connexion, on parle de beaucoup de choses. Je suis ingénieur informaticien. Est-ce que c'est une liaison radio qui est ratée ou bien une connexion Internet? Là, je ne veux pas aller trop en profondeur, sinon en matière de connexion aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations qui se sont faites et il y a encore beaucoup d'améliorations qui sont encore à venir. Donc à ce niveau, je ne pense pas que ce soit un problème de connexion Internet. Il passe par notre canal pour lancer un vibrant appel aux responsables des services bancaires. Nos doléances, en tant que client, c'est qu'ils s'organisent mieux pour servir au plus vite les clients pour qu'eux aussi puissent fonctionner comme ils le souhaitent dans leur programme de la journée. Il faut que nos autorités voient sur ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux, il y a les trucs là, comment on appelle, les réseaux sociaux, les corrections de trucs là. Pour que s'ils peuvent voir ça, pour que vraiment, s'il y a surtout les banques là, surtout les grandes banques là, s'il y a la correction de revoir pour que, si on vient, déjà que tu vas dans les autres pays, en même temps tu sors ce que tu veux, tu prends ton argent, tu repars. Parce que tu as les autres activités que tu fais. Mes souhaits, c'est qu'on ait beaucoup plus de rapidité dans les services qu'on nous offre. Et mieux, on est au 21e siècle, on ne perd plus le temps. On exige forcément que tu sois disponible pour faire toutes les opérations. Je pense que dans d'autres pays, ce n'est pas pareil. Donc si on peut nous dispenser forcément, pas forcément de tout, mais d'une partie de notre présence, je pense que ça peut aller. Avec la création de petites structures financières, les responsables de banques ont intérêt à prendre en considération les doléances de ces clients afin d'améliorer leurs prestations et le traitement réservé à leurs clients au risque de les perdre. Un collectif de prétendus sinistrés de Khoulakodi à Cotonou aurait déposé en juin dernier une plainte contre le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, sous prétexte qu'ils n'ont pas été relogés par le ministère. Suite au tollé et au relais fait par certains organes de presse de cette information, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, a rendu public, qui était face à la presse ce jour à Cotonou, c'est pour clarifier cette affaire qui jette, disent-ils, du discrédit sur son département ministériel. Suivez à présent un extrait de ses propos. D'abord, sur la base des adresses fournies, lots et parcelles, sur la liste des personnes de ce collectif, nous avons relevé que seules 2 maisons figurent dans le périmètre ayant fait l'objet du recensement de notre opération, donc ayant fait l'objet de la photographie aérienne du quartier. Cette photographie a été faite le 29 juillet 2021 et qui a servi de base pour l'enquête de recensement réalisée par le cabinet que nous avons recruté. Nous avons choisi de ne pas partir d'une liste de présumés propriétaires, mais de partir de la situation réelle du terrain et de prendre en compte tous les occupants de la façon la plus précise. Cette cartographie existe et peut encore être consultée par les 2 personnes qui font partie de cette nombreuse liste de 200 personnes sont le sieur Méhou Emmanuel, parcelle numéro 20, liste, il occupe le numéro 22 de la liste, et du lot 8, le sieur Messin Comlan, numéro 98. Sur les 120 personnes de la liste, nous avons relevé des doublons, donc des noms qu'on a répétés 2 ou 3 fois. Aujourd'hui, ceux qui sont à Khoulakodi, c'est plusieurs générations après les premiers occupants. On est parti d'une concession et chacun a sous-morcelé. Parti d'une parcelle de 500 mètres carrés, nous arrivons sur une seule parcelle à plus de 10 occupants avec des portions de parcelles de moins de 100 mètres carrés, voire 50 mètres carrés.
Mais au total, nous n'avons pas tenu compte de la taille, de la petite taille des parcelles, mais au total, nous avons dénombré tout le monde. Nous avons dénombré 357 maisons et le répertoire a été communiqué aux autorités locales. Je peux donc vous dire qu'à cette date, la photographie aérienne et la cartographie du quartier Klakodi ne se limitent qu'à la présence physique de 357 maisons. Ce que nous souhaitons, c'est qu'on nous indique clairement les 200 personnes, dans quelle maison elles étaient, comment est-ce que ces maisons étaient positionnées par rapport au périmètre que nous avons relevé. Mais je souhaite préciser que ce quartier a subi antérieurement une opération de démolition, de déguerpissement en 2012. Ça, c'est bien avant l'arrivée du gouvernement actuel. Et ces personnes n'ont pas été dédommagées. Ces personnes n'ont pas été prises en compte parce qu'à ce moment-là, la loi a été appliquée stricto sensu. Les gens n'ont pas de titre de propriété, les gens ne sont pas propriétaires, donc n'ont droit à rien. Ce qu'on peut reprocher au gouvernement aujourd'hui, c'est de choisir de faire un traitement social de ceux qui sont présents pour susciter d'autres velléités. Nous avons donc intégré 11 nouvelles personnes après nos enquêtes et nos concertations avec les autorités locales. Nous, on a relevé sur le terrain 357. Les enquêtes ont permis de trouver que nous avions oublié 11 personnes et nous avons une liste définitive consolidée de 368 personnes qui ont été intégralement, je le répète, intégralement relogées sur le site de Djefa, aménagé par le gouvernement. Aujourd'hui, la population de Djefa nous demande d'apporter de l'eau, d'apporter de l'électricité, parce que le site de relogement des gens que nous avons fait venir, qu'ils ont accepté d'accueillir, ont un standing relativement plus élevé et la question est à l'étude aujourd'hui pour traiter toute la zone de façon harmonieuse. Moi, je vous invite simplement à aller constater à Djefa que les gens ont utilisé les 5 millions qu'on leur a donnés pour faire des clôtures, des maisons. Nous avons établi l'éclairage public, nous avons apporté l'eau potable courante et nous avons construit des toilettes publiques pour que, nonobstant ce que chacun va installer dans sa maison, s'il y a des gens qui étaient dans le besoin de toilettes, que cela soit également servi. De plus, à la date du 10 juin 2022, donc les toutes dernières semaines, toutes les personnes concernées ont reçu effectivement la parcelle de 200 mètres carrés ainsi que l'accompagnement financier de 5 millions prévu par le gouvernement. Sur la Kodji, sur les 368, il n'y a pas une personne, une seule, sur les 368, qui n'ait pas été traitée. Par ailleurs, à la suite d'informations faisant état de l'installation des personnes au sein de l'école primaire publique Troulakodi, les autorités locales ont effectué un recensement tout dernièrement, notamment le 4 juillet 2022, sur les lieux. Au total, 76 personnes ont été dénombrées dans l'école publique et parmi ces 76 personnes, elles ont toutes, on a démontré qu'elles étaient rattachées à 35 maisons ayant déjà bénéficié de mesures d'accompagnement du gouvernement. Il ne s'agit pas ce qu'on a vu à l'école et dont on parle, il ne s'agit pas de sinistrés du quartier Placondi non relogés, mais des gens qui viennent pour faire des activités économiques dans la journée et qui profitent du fait que les installations de l'école sont disponibles pour être dans les parages et continuer leur activité économique. Je vous ai dit que nous sommes en train de construire un port de pêche qui va être une zone d'activité économique pour les populations de cette zone. Si j'ai pris la parole, encore une fois, parce que nous avions communiqué au moment où l'opération a été faite,
à la suite de la décision du gouvernement, je voudrais vous rassurer que cette question a été traitée avec rigueur et sérieux à partir du recensement parce que nous ne voulions pas qu'il y ait des problèmes à la fin. Tout le monde a été réinstallé, tout le monde a été indemnisé et le gouvernement a fait la même chose pour les pêcheurs qui étaient sur la route des pêches et qui ont également été réinstallés à Avlekété, non loin de la zone de développement balnéaire et touristique qui se met en place. Nigeria, une bataille contre le vol de pétrole brut est actuellement menée. Le gouvernement estime que le pays perd environ 400 000 barils de brut par jour. Les cours pour les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire ont officiellement repris hier au niveau national. Une rentrée perturbée par des crises dans la majorité du pays anglophone au Cameroun. L'Organisation des pays exportateurs du pétrole et ses alliés menés par la Russie ont annoncé une petite réduction de la production de pétrole pour le mois d'octobre afin de soutenir les prix. L'info, bonsoir et merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs. Nous abordons là la seconde partie de cette messe de l'information, l'actualité internationale. Au Nigeria, une bataille contre le vol de pétrole brut est actuellement menée. Le gouvernement estime que le pays perd environ 400 000 barils de brut par jour du fait de ce problème. Au début de l'année, le gouvernement nigérian avait lancé une opération militaire pour lutter contre le vol. Mais il a maintenant décidé d'engager d'anciens militaires, d'anciens militants dans le delta du Niger pour la protection des oléoducs. Cette décision suscite cependant un débat dans le pays. On fait le point. Au Nigeria, la production pétrolière quotidienne n'a été en moyenne que d'1 300 000 barils au cours des 6 premiers mois de l'année, alors que la référence de production budgétaire révisée est d'1 600 000 barils. Pour un pays qui dépend fortement des recettes des ventes de pétrole brut pour stimuler son économie, il s'agit d'un casse-tête d'importance. Ce qu'il y a de plus difficile à gérer aujourd'hui, de plus audacieux à vivre pour nous, c'est la question du vol de pétrole brut. C'est vrai, c'est un fait. Sommes-nous impuissants? Non. Récemment, le gouvernement nigérian a décidé de renouveler un contrat de surveillance de pipeline de l'ordre de plusieurs millions de dollars avec d'anciens militants dans la région du delta du Niger. Le président Muhammadu Buhari avait révoqué le contrat lors de sa prise de fonction en 2015, mais l'ampleur des vols de pétrole l'a contraint à finalement le renouveler, divisant ainsi l'opinion dans le pays. In the first place, the nation has security forces. En premier lieu, la nation a ses propres forces de sécurité. Des gens protègent son intégrité territoriale, dans ce cas précis, la marine. Dès lors qu'on commence à faire appel à des acteurs non étatiques pour qu'ils fournissent les services que les acteurs étatiques devraient assurer, il s'agit d'une situation anormale. C'est terrible que le Nigeria perde quotidiennement ce type de richesse pétrolière. Et si c'est ainsi que l'on résout le problème, qu'il en soit ainsi, parce qu'on dit que les situations critiques nécessitent des solutions critiques. Les autorités défendent leur position en affirmant que cette décision était la bonne dans de telles circonstances. What we did is to do three things. First, to ensure the government security agencies. Ce que nous avons fait, c'est 3 choses. Premièrement, pour s'assurer que les agences de sécurité gouvernementale jouent leur rôle, nous avons la marine, nous avons l'armée et le département des services de sécurité. Ils font un excellent travail pour maîtriser ce point. Mais alors que cela est fait, la subsistance reste le plus important. Par conséquent, nous avons également décidé que nous avions besoin d'entrepreneurs privés pour gérer la servitude de passage et également agir en dehors de cette servitude de passage, afin qu'ils puissent également se joindre à nous pour gérer les membres des communautés. Et nous n'y avons pas accès.
Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois que le Nigeria engage d'anciens militants du delta du Niger qui sont maintenant des sous-traitants de sécurité privée, assurant la surveillance des infrastructures pétrolières. Par le passé, le résultat fut positif. Le gouvernement, qui espère donc le même résultat, augmentera la production de pétrole pour aider à atténuer les difficultés auxquelles le pays est confronté. Cameroun toujours, les cours pour les élèves de la maternelle et du primaire et du secondaire ont officiellement repris ce 5 septembre au niveau national. Une rentrée perturbée par la crise dans les deux régions en majorité anglophone du pays. Si dans certaines villes du sud-ouest comme Buea, les élèves ont fait leur rentrée, notamment dans la région du nord-ouest par exemple, beaucoup d'enfants ne sont pas retournés à l'école. Reportage. Dans plusieurs quartiers de Bamenda, comme dans de nombreuses parties de la région du nord-ouest, les élèves sont restés chez eux lundi. Dans ces zones où les groupes armés sont actifs, chaque lundi est déclaré journée ville fantôme. Ce confinement imposé, certains séparatistes veulent le prolonger toute la semaine, d'autres tout le mois de septembre. Tandis qu'une autre faction, l'Ambazonia Governing Council, appelle les familles à envoyer leurs enfants en classe à partir du mardi 6 septembre, mais uniquement dans les écoles qui suivent les règles de son mouvement. Dans ces établissements, les livres d'histoire venus du système éducatif francophone sont interdits. Dans sa communication dédiée à cette nouvelle année scolaire à Yaoundé, le gouvernement, lui, assure que les résultats de l'année scolaire passée sont encourageants dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Une année marquée par une nette reprise de l'activité scolaire, en dépit de quelques actes de violence. Selon Human Rights Watch, depuis 5 ans, 700 000 élèves des deux régions ont été privés d'enseignement à cause de l'insécurité. L'ONG comptait encore cette année, entre janvier et juin, 33 élèves et 5 enseignants kidnappés par des séparatistes et au moins 3 établissements scolaires attaqués. Pour cette rentrée scolaire au Cameroun, le mot d'ordre de grève lancé par 3 mouvements, OTS, OTA et CK pour dénoncer le manque d'application des mesures annoncées en mars dernier après l'opération Craie morte. Un mouvement de grève pour réclamer le paiement de la totalité des salaires des enseignants notamment. Pas de chiffres pour le moment pour évaluer si ce mot d'ordre de grève a été suivi dans les établissements. Au Cameroun, les élèves ont donc repris le chemin de l'école depuis hier. 3 mouvements d'enseignants des cycles secondaires et primaires, parmi lesquels on a trop supporté, ont saisi cette occasion pour lancer une opération dite Craie morte. Suivez. Comme depuis le lancement du mouvement On a trop supporté, les enseignants grévistes n'ont pas fait de sit-in dans les établissements scolaires. Ils ont choisi, à l'instar de Derek Ndjomo, de ne pas dispenser les cours pour respecter l'opération Craie morte. J'attendais ce nombre d'avancements, 3 avancements et le rappel de ces avancements. Jusqu'ici, le gouvernement n'a répondu qu'à 2 éléments, c'est-à-dire le paiement de 2 avancements. Donc, le chef de l'État ayant instruit le paiement total de 181 milliards, les rappels devaient être inclus. Donc, jusqu'aujourd'hui, nous sommes à l'attente des rappels de ces avancements et la prise en sorte des autres avancements, ainsi que les allocations familiales. Bill Tchagé est l'un des membres du bureau directeur du mouvement On a trop supporté. Enseignant de mathématiques, il dénonce le sort de certains enseignants à l'issue de leur formation. Il y a encore certains enseignants qui restent du moins dans le désarroi. Ils sont au nombre de 772 au total qui jusqu'aujourd'hui attendent avoir le complément salarial. C'est-à-dire qu'ils sont des promotions de 2012 jusqu'à 2017 qu'on appelle aujourd'hui les oubliés, malgré plusieurs réunions qu'ils ont eu à faire avec le MINISEC qui les promettait effectivement que leurs problèmes devaient être résolus. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore une solution viable. Pour calmer la grogne des enseignants grévistes, le président de la République a formulé certaines directives en mars dernier, notamment sur la gestion du plan de carrière des enseignants. Je puis affirmer qu'à ce jour, les directives présidentielles adressées au MINFOPRA, j'ai dit qu'il y en avait 5 sur 8, ces directives ont toutes été mises en œuvre ou sont en cours d'implémentation. Malgré les assurances du gouvernement, la pomme de discorde demeure entre l'État et les enseignants grévistes. Ces derniers exigent l'apurement de leur dette sur la solde estimée à 181 milliards de francs CFA. Certains compatriotes, profitant
tous ces désordres qui s'étaient établis pendant un certain temps veulent lever les enchères. Pour un gouvernement qui prend celui de résoudre la dette, renvoyé à 2023, ça sera encore reparti dans le même problème. A signaler que certains enseignants, comme dans ce lycée, ont dispensé normalement les cours en ce jour de rentrée scolaire. L'inflation vient de battre un nouveau record en Tunisie, 8,6% au mois d'août contre 8,2% en juillet. Une hausse des prix qui impacte de plus en plus le pouvoir d'achat des Tunisiens à l'approche de la rentrée. On fait le point. Mauvaise nouvelle pour les Tunisiens à quelques jours de la rentrée scolaire. L'inflation poursuit sa tendance à la hausse. Plus 8,6% le mois dernier, un record cette année dû en grande partie à l'augmentation du prix des denrées alimentaires. Le tarif des œufs, par exemple, a augmenté de près de 30% en une année, la volaille de 22%. Si les prix augmentent, c'est parce que les denrées de base viennent de plus en plus à manquer en Tunisie. Fortement endetté, l'État tunisien peine à se ravitailler sur les marchés mondiaux. Blé, sucre ou encore huile végétale entrent en quantité insuffisante en Tunisie. La guerre en Ukraine est venue aggraver encore un peu plus cette situation. En renchérissant le prix des engrais, des céréales ou encore des carburants, le conflit a fait augmenter les coûts de production des opérateurs économiques tunisiens et fait flamber davantage les prix. C'est un coup dur pour le portefeuille des Tunisiens. Selon les chiffres officiels, le pays compte 4 millions de pauvres, soit plus d'un tiers de la population. Cette pauvreté fait craindre à certains observateurs une explosion sociale si la situation n'est pas contenue rapidement. Au Tchad, le dialogue national inclusif et souverain est en perte de vitesse depuis la publication de la liste des 21 membres du présidium contestés par plusieurs participants. Une commission ad hoc chargée d'appuyer le comité dit des sages a été mise sur pied pour poursuivre les négociations. Reportage. Ils sont désormais libres de sortir et d'entrer dans leur QG après 3 jours de siège sans aucune disposition de ravitaillement en eau, en nourriture et en soins. Leur blocus a été mis en place par les autorités pour les empêcher de tenir ce qu'ils ont eux-mêmes appelé « dialogue du peuple », leur 3e meeting depuis l'ouverture du dialogue national inclusif. Mais les transformateurs n'entendent pas pour autant baisser les bras. Il s'agit d'un combat pour la dignité. Nous l'avons mené en décrétant avec le peuple 120 jours de colère qui ont mis fin à la 4e République au 6e mandat. Nous venons de déclarer 60 jours de résistance. Ce peuple-là, c'est le même. Si quelqu'un pense qu'il peut le menacer, il peut l'intimider, même quand il n'y avait même pas le droit de marcher. Nous n'avons même pas marché, nous n'avons pas demandé la permission. Donc le dialogue du peuple, nous n'avons pas demandé la permission pour l'organiser. Et le monde entier a déjà vu qu'il y a plus de gens qui sont dans le dialogue du peuple. Leur peur, elle est celle-là. Ce blocus du siège des transformateurs, l'arrestation de plus de 200 de leurs membres finalement libérés ce matin, les violences enregistrées lors de ces arrestations, ainsi que les contestations relatives à la commission ad hoc, mise sur pied et chargée d'appuyer le comité dit des sages dans les négociations, ont fini par exacerber la tension politique. Conséquence, plusieurs corporations ont décidé de se retirer ou suspendre leur participation au dialogue national. C'est le cas de l'Ordre des avocats du Tchad qui a conforté sa position. Tout en archivant les différents cas de violation des droits de l'homme et mettant à contribution ses partenaires internationaux, le barreau du Tchad s'interroge sur la fiabilité du dialogue en cours dans un tel climat. En tout état de cause, le barreau du Tchad informe l'opinion nationale et internationale que sa position n'a pas changé quant au retrait de sa participation au dialogue manifesté depuis le 28 août 2022. L'Église catholique, qui est l'un des acteurs majeurs dans le comité des sages, a aussi suspendu sa participation aux travaux du dialogue dont le caractère inclusif et souverain s'effrite. Cependant, elle reste disponible pour appuyer les démarches visant la réconciliation et la paix. À la reprise ce lundi matin, plusieurs sièges étaient vides et le refrain n'a pas changé. La plénière a encore été suspendue pour permettre à certaines corporations de se concerter avant la suite des travaux. La Cour suprême du Kenya a confirmé l'élection de William Ruto à la présidentielle.
Dans un verdict unanime de ces 7 juges dans la décision rendue publique par la juge en chef Martha Koome, le tribunal a rejeté les requêtes visant à annuler l'élection. Suivez. Pour la première fois, l'édition 2022 du Salon international du commerce des services de Chine dispose d'une section consacrée au service de l'environnement. On y trouve la technologie verte, le changement climatique, l'économie de carbone et bien sûr la neutralité carbone. La compagnie nationale de pétrole offshore de Chine, ou CNOOC, a présenté sa dernière technologie de réservoir de GNL ou CGDANK. Il s'agit d'un réservoir de stockage de GNL conçu indépendamment par CNOOC. Il s'agit du plus grand réservoir de stockage de GNL au monde. Le GNL peut être stocké à l'intérieur et refroidi à moins 162 degrés Celsius. Le réservoir peut stocker 270 000 mètres cubes de GNL, soit l'équivalent de 169 millions de mètres cubes de gaz naturel, et qui peuvent être utilisés par 22 millions de personnes à Beijing durant 2 mois. Cela permettra de réduire les émissions de carbone de l'ordre de 400 000 tonnes. De nombreux exposants ont présenté de nouveaux matériaux respectueux de l'environnement dans le cadre de l'objectif de neutralité carbone pour 2060 fixé par la Chine. Ces tuyaux sont fabriqués à partir d'un nouveau matériau appelé composite de bambou en spirale. Ce matériau composite est constitué de petites tranches de bambou. Il est léger et très solide. Croyez-le ou non, de tels tuyaux peuvent être utilisés comme alternative pour le transfert d'eau et les canalisations de chaleur. Kong Xiangtao indique que cela permet une réduction de carbone, une fixation du carbone et un stockage du carbone, car le matériau et les tuyaux sont fabriqués en bambou. Eux, comme d'autres exposants, présentent une façon pour la Chine et le monde de parvenir à établir une société à faible émission de carbone, plus verte et plus propre. Toutes nos excuses pour cet élément, mesdames, messieurs. Nous reviendrons sur l'élément du Kenya dans nos prochaines éditions. Soweto accueillait la 5e édition du festival Kota, un sandwich au pain de mie garni de frites, de viande et de sauce. Son origine est floue, mais elle remonterait au temps de l'apartheid où les populations noires n'avaient pas le droit de s'asseoir dans les restaurants. Reportage. De longues files d'attente ont encombré les allées du festival, tout ça pour un quota. Une vingtaine d'enseignes étaient pourtant présentes pour vendre différents quotas, mais avec 10 000 participants attendus sur 2 jours, il fallait être patient pour pouvoir commander son sandwich. Certains clients ont même donné un coup de main aux cuisiniers. Voici le quota du jour. Il coûte 50 rands, c'est-à-dire $3. Le quota, c'est un sandwich incroyable. J'adore le fromage et la sauce piquante. C'est une spécialité de Soweto. C'est pour ça que j'aime le quota. C'est local. La base du quota est un quart de pain de mie sur lequel on empile plusieurs types de viande, dont des saucisses, qui sont frites avec les pommes de terre, puis recouvertes de sauce. Ce sandwich existe sous d'autres noms, sous d'autres formes ailleurs en Afrique du Sud, mais c'est à Soweto qu'on parle de quota. Si l'origine de ce sandwich n'est pas très claire, beaucoup s'en souviennent comme un repas d'écolier. Depuis leur enfance, le quota est monté en gamme, il est même présent dans des livres de cuisine. Au fil du temps, comme pour n'importe quelle cuisine, le quota a évolué. Ce n'est plus simplement du pain avec du hatcha, une purée de mangue épicée, c'est devenu un sandwich à la carte, un sandwich gourmet. Gourmet et gourmand, le quota est un sandwich très calorique qui n'effraie pas les estomacs les plus résistants. J'en ai mangé 6. I'm not. My friend, you can see. Well, in terms of health, Ce n'est pas bon pour la santé, mais on s'en fiche parce qu'on célèbre la culture populaire. Les promoteurs du quota espèrent faire de ce sandwich un produit touristique que l'on viendrait manger à Soweto. Le soutien des sponsors et la fréquentation en hausse encouragent les organisateurs à voir encore plus grand. Pour la première édition, on attendait 500 personnes et au final, on a eu 2000 participants. Ça montre à quel point il y a un appétit pour le quota. Les gens en raffolent. Élaboré ou simple, bon marché ou cher, la diversification du quota illustre les transformations du township et de ses habitants. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est son immense popularité. Le quota, bon appétit. Liz Truss remplace Boris Johnson au poste de Premier ministre du Royaume-Uni ce mardi.
Après avoir battu Rishi Sunak lors d'un vote pour la direction du Parti conservateur, elle promet de réduire les impôts alors que le pays fait face à une crise énergétique croissante. Suivez. Liz Truss, ministre britannique des Affaires étrangères pendant près d'un an, occupe désormais le poste le plus élevé. Elle a conservé une avance constante sur son adversaire centriste Rishi Sunak lors de la course nationale pour devenir chef du Parti conservateur, malgré le manque de soutien initial de ses collègues parlementaires. Une illustration de la façon dont les positions peuvent changer au sein de ce parti complexe à plusieurs factions. Truss a axé sa campagne sur les promesses de réduction d'impôts immédiates à tous les niveaux, qu'ils soient corporatifs ou personnels, affirmant que cela stimulerait la croissance économique alors même que de nombreux économistes contestaient une telle approche. L'économie sera sa priorité avec une inflation britannique à 2 chiffres et une crise du coût de la vie paralysant les budgets des ménages. L'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés est une possible récession. Et nous savons à quel point une récession peut être difficile à vivre pour les familles partout dans le pays. Tout au long de la campagne, Truss a recueilli des soutiens en tant que candidate établie pro-Brexit, canalisant ce que beaucoup considéraient comme un style similaire à celui de la plus célèbre première ministre conservatrice, Margaret Thatcher. Ce qu'il nous faut faire maintenant, ce sont des réalisations, des réalisations, des réalisations. Mais sur la scène internationale, son poste de première ministre est confronté à de sérieux défis. Elle a promis de rester le soutien numéro 1 de l'Ukraine contre la Russie. Plus près de chez elle, une épreuve de force avec l'UE se profile autour du Brexit, contre lequel elle a voté. Elle a promis une position plus dure sur les relations avec Bruxelles quant à l'impasse du protocole d'Irlande du Nord. Maintenant, j'ai travaillé dur pour obtenir une résolution avec l'UE sur cette question. Ce n'était pas imminent, mais je ne suis pas quelqu'un qui est prêt à laisser la situation aller à la dérive. Un message populaire au sein de son parti, mais qui pourrait courir le risque de batailles juridiques et une guerre commerciale. Elle a également irrité ses alliés avec des remarques arrêtées. President Macron, friend or foe? The jury's out. Elle s'est également engagée à être plus dure avec le gouvernement chinois et à cibler des entreprises comme TikTok pour des raisons de sécurité nationale, commentaire que l'ambassade de Chine a qualifié de déclarations irresponsables. C'est la 3e fois depuis 2016 que la Grande-Bretagne a un nouveau dirigeant. Le Brexit avait affecté le poste de première ministre de Theresa May, tandis que la Covid-19 a nui à celui de Boris Johnson. Liz Truss devra relever sa propre part de profonds défis diplomatiques et économiques si elle veut éviter le sort de ses prédécesseurs. L'Organisation des pays exportateurs du pétrole, OPEP, et ses alliés menés par la Russie ont annoncé une petite réduction de la production de pétrole pour le mois d'octobre afin de soutenir les prix. Suivez. L'Alliance pétrolière réduira sa production de 100 000 barils par jour, ce qui ne représente que 0,1% de la demande mondiale pour octobre. Il s'agit de la première réduction de production de l'Alliance depuis plus d'1 an. L'Alliance convient également qu'un des membres les plus influents de l'OPEP, l'Arabie saoudite, pourrait convoquer une réunion extraordinaire à tout moment si la volatilité persistait. Le vice-premier ministre russe Alexander Novak a pour sa part déclaré que la réduction de la production de pétrole n'était que le reflet des attentes d'une croissance économique mondiale plus faible. La nouvelle édition du Forum économique oriental a débuté hier à Vladivostok, un événement qui se déroulera sur 4 jours avec l'objectif d'encourager les investissements dans l'extrême-orient russe, ainsi que l'établissement des liens commerciaux entre la Russie et les pays de la région Asie-Pacifique. Reportage. Bienvenue à Vladivostok. Pendant 4 jours, le monde russe des affaires a rendez-vous dans la grande ville de l'extrême est du pays à l'occasion du Forum économique oriental. On y trouve le village des régions de l'Orient russe, comme le Kamtchatka ou Sakhalin, où chaque pavillon met en avant les atouts de son territoire. Mais c'est ici, dans les allées du Forum, que l'activité est la plus intense. Les stands des plus grandes entreprises russes y accueillent des délégations venues de plus de 40 pays. La Chine ou encore l'Inde sont représentés, mais aussi les pays voisins que sont le Japon ou la Corée du Sud,
qui ont pourtant adopté des sanctions contre la Russie dans le cadre du conflit avec l'Ukraine. Et le thème de cette année, vers un nouveau monde multipolaire, est plus que jamais d'actualité. Résultat d'une nouvelle donne géopolitique et économique. Le forum de cette année différera des précédents. L'influence de l'extrême-orient russe sur le développement de notre pays augmente considérablement. L'Est est devenu essentiel à la consolidation de l'économie nationale et à sa capacité d'exportation. La macro-région prend une importance croissante dans le contexte des sanctions que nous imposent des pays hostiles. Le point d'orgue de ce forum sera la session plénière de mercredi à laquelle va participer Vladimir Poutine ainsi que de nombreux invités étrangers, tels que le dirigeant birman, les premiers ministres arméniens et mongols, mais aussi le chef du comité permanent de l'Assemblée nationale chinoise. Dans son message de bienvenue, le président russe a d'ailleurs souligné l'importance des plateformes régionales de cette partie du monde pour la coopération et le développement économique. Nous constatons avec satisfaction que la coopération directe bilatérale entre pays d'Asie-Pacifique, de même que leur coopération dans le cadre de groupements influents comme l'Eurasec, l'OCS, les BRICS, l'APEC et l'ASEAN se renforcent et prennent de l'ampleur. La Russie est prête à poursuivre ses efforts pour améliorer la coopération régionale sous différentes formes, avec tous les partenaires intéressés. Au regard des sanctions adoptées par l'Union européenne à son encontre, la Russie se tourne plus que jamais vers l'Asie à la recherche de nouveaux partenaires économiques. Dans ce contexte, cette 7e édition du Forum économique de Vladivostok revêt une importance toute particulière. Plus de 50 enfants ont été tués par balle à Chicago l'année dernière. La mère de l'une d'entre eux demande maintenant à ce que la garde nationale soit déployée pour tenter de résoudre le problème. Suivez. Angela Gregg est assise dans une chambre d'hôtel à Chicago. Sa vie a complètement changé il y a un an. Elle est en train de déménager de l'Alabama à Chicago dans l'espoir de rendre justice à son fils, Michael MJ Moultrie Jr. MJ avait 4 ans. C'était mon fils unique et c'était un petit garçon brillant. MJ se faisait tresser les cheveux avec son père dans cet appartement pendant le week-end de la fête du travail en septembre. Madame Gregg était sortie chercher des collations. J'ai entendu des coups de feu, tellement de coups de feu, un juste après l'autre. La coiffeuse a appelé et elle a dit que je devais entrer dans la maison immédiatement parce que MJ avait été blessé. 27 balles ont été tirées, 2 ont atteint MJ. Je pouvais le sentir dans un muscle que mon bébé était mort ce jour-là. Je sais qu'il s'est battu pendant 2 jours pour se sauver. Mais je savais dans mon âme que mon bébé était parti. Je le sens me quitter. Les chiffres de la violence armée à Chicago sont sombres. L'année dernière a été la plus meurtrière pour la ville en un quart de siècle. Au total, les données de la police montrent qu'il y a eu 3561 fusillades ici l'année dernière, dont près de 800 homicides. D'autres revues de presse révèlent que près de 300 enfants de moins de 18 ans ont été abattus, entraînant plus de 50 morts. Le fils d'Elizabeth Ramirez, Harry, a été tué en 2011. Il était à sa propre fête d'anniversaire lorsqu'un homme armé masqué est entré et a commencé à tirer. J'en ai marre d'être malade et fatiguée de voir tant d'enfants se faire tuer et de mères endurer ma douleur. En réponse, Mme Ramirez a créé Parents pour la paix et la justice, une organisation à but non lucratif qui aide à prévenir la violence et à fournir des soins aux personnes touchées. Cela empire. La violence a augmenté. Trop d'enfants se font tuer. D'autres qui commettent des meurtres ne sont pas punis par la justice. Les 2 mères déplorées estiment qu'il est temps de prendre des mesures plus radicales pour résoudre le problème de la violence armée à Chicago. Si vous me demandez mon opinion personnelle, faites venir la garde nationale. Des enfants meurent. Chaque jour, des enfants meurent ici. Faites venir la garde nationale. Apportez-nous de l'aide. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin que cela soit maîtrisé. Madame Gregg continue son combat pour la justice et pour MJ. Elle espère que si elle peut y parvenir, cela offrira également de l'espoir à d'autres mères qui ont perdu des êtres chers à cause de la violence armée et envoyer un message à ceux qui commettent de tels crimes. La Chine condamne fermement les cyberattaques lancées par les États-Unis contre l'Université polytechnique du Nord-Ouest de la Chine et exhorte le pays à donner une explication
et à cesser immédiatement ces actes illégaux, a déclaré lundi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning. Reportage. Le comportement des États-Unis constitue un grave danger pour la sécurité nationale de la Chine et la sécurité des informations personnelles des citoyens. La Chine condamne fermement cela et demande à la partie américaine de fournir une explication et d'arrêter immédiatement ces actions illégales. Je tiens à souligner que la sécurité du cyberespace est un problème commun auquel sont confrontés tous les pays du monde. En tant que pays qui possède les technologies et les capacités informatiques les plus puissantes, les États-Unis devraient immédiatement cesser d'utiliser leur prouesse comme un avantage pour commettre des vols et des attaques contre d'autres pays, participer de manière responsable à la gouvernance mondiale du cyberespace et juger un rôle constructif dans la défense de la cybersécurité. Les énergies à faible émission de carbone et le développement vert sont autant de sujets présents au programme du Salon international de commerce et des services de Chine cette année. Golf TV Africa. Pour la première fois, l'édition 2022 du Salon international du commerce des services de Chine dispose d'une section consacrée aux services de l'environnement. On y trouve la technologie verte, le changement climatique, l'économie de carbone et bien sûr la neutralité carbone. La Compagnie nationale de pétrole offshore de Chine, ou CNOOC, a présenté sa dernière technologie de réservoir de GNL ou CGDANC. Il s'agit d'un réservoir de stockage de GNL conçu indépendamment par CNOOC. Il s'agit du plus grand réservoir de stockage de GNL au monde. Le GNL peut être stocké à l'intérieur et refroidi à moins 162 degrés Celsius. Le réservoir peut stocker 270 000 mètres cubes de GNL, soit l'équivalent de 169 millions de mètres cubes de gaz naturel, et qui peuvent être utilisés par 22 millions de personnes à Beijing durant 2 mois. Cela permettra de réduire les émissions de carbone de l'ordre de 400 000 tonnes. De nombreux exposants ont présenté de nouveaux matériaux respectueux de l'environnement dans le cadre de l'objectif de neutralité carbone pour 2060 fixé par la Chine. Ces tuyaux sont fabriqués à partir d'un nouveau matériau appelé composite de bambou en spirale. Ce matériau composite est constitué de petites tranches de bambou. Il est léger et très solide. Croyez-le ou non, de tels tuyaux peuvent être utilisés comme alternative pour le transfert d'eau et les canalisations de chaleur. Kong Shang-Tao indique que cela permet une réduction de carbone, une fixation du carbone et un stockage du carbone, car le matériau et les tuyaux sont fabriqués en bambou. Eux, comme d'autres exposants, présentent une façon pour la Chine et le monde de parvenir à établir une société à faible émission de carbone, plus verte et plus propre. Au Burkina Faso, des groupes terroristes présumés ont imposé depuis le début de l'année 2022 le blocus de plusieurs communes urbaines. Parmi les villes se retrouvant isolées figure Djibo, qui est située dans le Sahel à la frontière avec le Mali. Suivez. Djibo, jadis plaque tournante du commerce des bétail avec son marché qui était cité comme le plus grand d'Afrique de l'Ouest, n'est qu'une ville fantôme. Les groupes terroristes, par leurs actions néfastes à l'encontre des infrastructures routières et contre les forces de défense et de sécurité, ont réussi à couper la cité du Djelgodji de Ouagadougou, pourtant si proche. Aujourd'hui, la situation n'est guère reluisante. Bon, en tout cas, réellement, la vie elle n'est pas tellement facile. Réellement très difficile. Parce que ça fait, souvent, pour même avoir les produits de première nécessité, c'est des problèmes. Donc, ce qui fait que, en tout cas, les prix, là, ça flamme. Tout produit qu'on amène, c'est insuffisant. Tout ce que les escortes qu'on amène, il y a près de 4 à 5 escortes qu'on a fait pour amener les vivres. Souvent même, on dirait quand ça rentre en ville, là, on dirait que rien n'est venu. Souvent même, c'est un peu difficile. Après 3 ou 4 jours, on ne trouve rien sur le marché. Donc, vraiment, ça complique. À Djibo, plus de banques et certains services n'existent plus. Ils sont nombreux les fonctionnaires qui ont déserté leur poste pour se mettre à l'abri d'éventuelles attaques. Seul espoir, la présence des ONG et l'armée burkinabé qui résistent malgré les attaques. Il y a quand même l'administration qui fonctionne. Et les écoles ont fonctionné cette année. Et il y a au moins 2 ou 3 centres de santé. Non, c'est vrai, comment on appelle ça? Il y a des centres de santé dans les différents secteurs qui fonctionnent. Il y a plus de CM urbains
puis l'hôpital de Djibo. Donc pratiquement, comme tout le monde s'est retrouvé en ville, et donc les infirmiers et les agents de santé également se sont retrouvés là. Donc c'est ça qui permet en tout cas à la santé et aux écoles de fonctionner. Bon, sans parler qu'il y a également les organisations non gouvernementales, donc disons les ONG. Le dernier convoi de ravitaillement de la ville de Djibo remonte à la fin du mois de juillet dernier. Les commerçants s'inquiètent de la flambée des prix et de la rareté de plusieurs denrées. Ça s'organise avec les commerçants, les bureaux de commerçants, avec les FDS, et les forces de défense et de sécurité, et en même temps avec les autorités locales qui sont ici, pratiquement au niveau du haut commissariat, avec la mairie, en tout cas les acteurs du transport, du commerce, des marchés à bétail. En tout cas, on s'organise après, pour qu'il y ait le convoi, nous rencontrons les chefs militaires et en même temps, on fait ça ensemble. À ce jour, aucun ravitaillement n'est à l'ordre du jour pour la ville de Djibo. En plus du manque de produits de première nécessité, la ville de Djibo ne dispose plus de réseau téléphonique. Seule liaison, les vols humanitaires passent à la portée du Djibolais lambda. Les Djibolais fondent l'espoir que leur cri de cœur sera entendu par les Burkinabés. Le président de la transition du Burkina Faso a effectué samedi dernier une visite de travail et d'amitié au Mali, premier du genre depuis son accession au pouvoir. Ce déplacement aura permis au lieutenant-colonel Paul-Henri Sawadogo Damiba d'échanger avec les dirigeants maliens sur la coopération militaire qui lie les deux pays, notamment dans la lutte contre le terrorisme. On fait le point. C'est le tout premier voyage à l'extérieur du président burkinabé depuis son arrivée au pouvoir en janvier. Le lieutenant-colonel Damiba est accueilli ici à l'aéroport de Bamako par son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Cette visite d'amitié et de travail vise à renforcer la coopération entre le Burkina Faso et le Mali, deux pays du Sahel fortement touchés par le terrorisme. Après l'accueil chaleureux à l'aéroport, les deux chefs d'État se sont rendus au palais présidentiel du Mali. Le colonel Assimi Goïta et le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba ont échangé durant 4 heures de temps. Il a été surtout question de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme. À sa sortie d'audience, le président de la transition du Burkina Faso assure que des engagements ont été pris pour conjuguer les efforts contre les groupes terroristes. Les défis, vous le savez, le Burkina et le Mali, nous avons autour de 1400 km de frontières qui sont, ces 1400 km de frontières connaissent de l'insécurité. C'était essentiellement autour des questions sécuritaires que nous avons eu des échanges avec le président Goïta. Nous entendons en tout cas dans les jours à venir mieux examiner et renforcer les partenariats militaires qui existent entre nous pour davantage relever les défis sécuritaires auxquels les populations, nos peuples sont confrontés. Pour lutter efficacement contre le terrorisme au Sahel, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ont créé en 2014 le G5 Sahel. La force conjointe de l'organisation a été lancée 3 ans plus tard. Tout s'est passé bien jusqu'au 15 mai 2022 quand le Mali a annoncé son retrait de tous les organes du G5 Sahel, même la force conjointe. Aujourd'hui, le président du Burkina Faso et les autres chefs d'État demandent le retour du Mali compte tenu de sa position stratégique dans la région. Il est le seul pays qui partage des frontières avec tous les autres pays du Sahel sauf le Tchad. Mais les autorités de transition du Mali n'ont pas encore réagi à la demande des chefs d'État du Sahel. La grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa s'achève. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez câblés Golf TV Africa. Bonsoir chez vous.